L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas seulement celle d'un boxeur, c'est l'histoire d'un poète, d'un rebelle, d'un roi, l'histoire d'un homme qui a flotté comme un papillon, piqué comme une abeille, et a secoué le monde bien au-delà des cordes du ring. Voici l'histoire de Muhammad Ali. Tout commence à Louisville, Kentucky, en 1942. Un jeune garçon du nom de Cassius Marcellus Clay Jr. grandit dans une Amérique ségrégationniste. À 12 ans, un événement banal va changer le cours de sa vie. On lui vole son vélo rouge tout neuf. En larmes et fou de rage, il court trouver le policier le plus proche, Joe Martin, et lui jure de casser la gueule au voleur. La réponse de l'officier, qui est aussi entraîneur de boxe, est simple. Alors, tu ferais mieux d'apprendre à boxer avant. Cette simple phrase allume une flamme. Cassius se jette corps et âme dans l'entraînement. Il passe chaque instant libre au gymnase, martelant le sac de frappe, esquivant, apprenant le jeu de jambes. Très vite, quelque chose d'extraordinaire se révèle. Il n'est pas seulement rapide, il est d'une fluidité surnaturelle. Son style est unique, presque dansant, déroutant pour ses adversaires. Mais ce qui le distingue encore plus, c'est son assurance. Une arrogance totale, assumée, presque choquante pour un jeune athlète noir de l'époque. Il n'est pas juste bon, il le sait, et il le crie sur tous les toits. Il est le plus grand, et le monde n'a pas encore fini de l'entendre. En 1960, le jeune Cassius Clay, à peine âgé de 18 ans, s'envole pour les Jeux olympiques de Rome. Le monde découvre ce phénomène qui danse sur le ring et submerge ses adversaires. Il remporte la médaille d'or, un triomphe pour son pays. Fier, il porte sa médaille partout, même pour dormir. Mais à son retour, à Louisville, la réalité le rattrape brutalement. Lorsqu'il tente d'entrer dans un restaurant réservé aux Blancs, avec sa médaille d'or autour du cou, on lui refuse le service. La légende raconte que, dégoûté par cette injustice, il aurait jeté sa médaille dans la rivière Ohio. Cet acte symbolise une fracture. Il est un champion pour l'Amérique, mais l'Amérique ne le considère pas encore comme un citoyen à part entière. Peu de temps après, il passe professionnel, et là, la machine se met en marche. Il enchaîne les victoires avec une facilité déconcertante. Mais ce qui fascine le public, ce n'est pas seulement son talent brut, c'est son charisme, sa grande gueule. Ali transforme chaque conférence de presse en un véritable spectacle. Il parle, il provoque, il récite des poèmes pour prédire le round exact où il mettra KO son adversaire. « Je suis le plus grand », crie-t-il au monde entier. Il n'est plus seulement un boxeur, il est une superstar qui contrôle la narration. En 1964, l'heure de vérité a sonné. Il doit affronter Sonny Liston, le champion du monde en titre, une brute terrifiante que tout le monde craint. Les experts, les journalistes, personne ne donne la moindre chance à ce jeune prétentieux de 22 ans. On prédit une humiliation. Mais Ali a un plan. Durant la pesée, il hurle, il s'agite, il feint la folie, faisant croire à Liston qu'il a affaire à un homme terrifié et instable. Sur le ring, c'est une autre histoire. Ali danse, esquive les crochets dévastateurs de Liston, le pique avec des jabs rapides et précis. Frustré, épuisé, le champion est complètement dominé. À l'appel du 7e round, Sonny Liston, l'invincible, reste sur son tabouret. Il abandonne. Cassius Clay est le nouveau champion du monde des poids lourds. Il saute au milieu du ring et hurle aux journalistes incrédules. « Mangez vos mots, je suis le plus grand, j'ai secoué le monde. » Mais le plus grand choc n'est pas encore arrivé. Le lendemain de sa victoire, il convoque la presse et annonce au monde entier « Je ne m'appelle plus Cassius Clay, c'est un nom d'esclave. Je m'appelle désormais Muhammad Ali. Je rejoins la nation of Islam. » Cette décision est une bombe. En pleine période de tension raciale, il rejette le nom qu'il a rendu célèbre et embrasse une foi controversée. Il n'est plus seulement un athlète, il devient un symbole politique et religieux, une figure de la fierté noire et de la contestation. Alors que sa carrière est à son apogée, l'Amérique s'enfonce dans la guerre du Vietnam. En 1967, Muhammad Ali,
champion du monde en titre, est appelé sous les drapeaux. Son refus va définir sa légende. Devant les caméras du monde entier, il prononce une phrase qui restera gravée dans l'histoire. « Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre ». Il explique qu'il ne peut pas aller se battre à des milliers de kilomètres pour la liberté d'un pays qui refuse de lui garantir la sienne sur son propre sol. La réaction des autorités est immédiate et brutale. On lui retire son titre de champion du monde, sa licence de boxe lui est révoquée et il est condamné à 5 ans de prison. Du jour au lendemain, le plus grand boxeur de la planète est banni du sport. Il perd tout, son titre, son droit de travailler, des millions de dollars. Mais Ali reste droit dans ses bottes, il ne plie pas. Pendant plus de 3 ans, il est en exil, loin des rings. Il parcourt les universités, donne des conférences, devient une icône du mouvement anti-guerre et de la lutte pour les droits civiques. Sa voix porte plus que jamais. Finalement, en 1970, après une longue bataille judiciaire, la Cour suprême annule sa condamnation. Ali peut enfin remonter sur le ring. Mais le champion a changé. L'exil lui a volé ses plus belles années d'athlète. Il n'a plus la même vitesse, la même légèreté. Il doit affronter un nouveau roi, le redoutable Joe Frazier, dans un combat surnommé « Le combat du siècle » en 1971. Le monde entier a les yeux rivés sur le Madison Square Garden. C'est un affrontement brutal, d'une intensité folle. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Au 15e round, Frazier envoie Ali au tapis d'un crochet gauche foudroyant. Ali se relève, mais il perd le combat au poing. C'est sa première défaite chez les professionnels. Pour beaucoup, c'est la fin du mythe. Mais on n'enterre pas une légende aussi facilement. Ali revient. Il veut récupérer sa couronne. En 1974, une opportunité se présente, mais elle ressemble à une mission suicide. Il doit affronter le nouveau champion, George Foreman, au Zaïre, dans un combat mythique organisé par Don King, le Rumble in the Jungle. Foreman est une force de la nature. Plus jeune, plus grand, plus puissant, il a détruit Joe Frazier en seulement 2 rounds. Personne, absolument personne, ne croit qu'Ali puisse survivre face à ce monstre de puissance. On craint pour sa vie. Pourtant, à Kinshasa, Ali est chez lui. Le peuple africain l'adopte, scandant « Ali, Bomaï !»« Ali, tue-le !» Le soir du combat, la stratégie d'Ali est géniale. Au lieu de danser, il fait le contraire de ce que tout le monde attend. Il se cale dans les cordes et laisse Foreman le frapper de toutes ses forces. C'est la fameuse tactique du rope-a-dope. Il encaisse, il absorbe les coups, protégeant son visage et son corps, tout en épuisant son adversaire sous la chaleur équatoriale. Round après round, Foreman se fatigue, ses coups perdent en puissance. Ali, lui murmure à l'oreille « C'est tout ce que tu as, George ». Puis, au 8e round, à la surprise générale, alors que Foreman est vidé, Ali sort des cordes et déchaîne une combinaison fulgurante. Foreman s'écroule. KO. Contre toute attente, Muhammad Ali est de nouveau champion du monde. Il a encore secoué le monde. Sa carrière se poursuit avec des combats épiques, notamment la 3e et dernière rencontre contre Joe Frazier aux Philippines en 1975, le Thrilla in Manila. Un combat d'une violence inouïe, une véritable guerre que Ali décrira comme la chose la plus proche de la mort. Il gagne, mais à quel prix ? Ces combats laissent des traces indélébiles. Le temps et la maladie commencent à rattraper le champion. En 1984, on lui diagnostique la maladie de Parkinson, probablement aggravée par les milliers de coups reçus. Son corps, autrefois si agile, le trahit. Il tremble, sa voix devient un murmure. Mais même diminué, Ali continue d'inspirer. Son combat n'est plus sur le ring, mais pour la paix et les causes humanitaires. Il voyage à travers le monde, devient un messager de l'ONU. L'un des moments les plus poignants de sa vie a lieu en 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Le monde entier retient son souffle en le voyant apparaître, le bras tremblant, pour allumer la flamme olympique. C'est l'image d'un homme physiquement affaibli, mais dont l'esprit et la flamme intérieure brûlent toujours aussi fort. Il est là, debout, défiant la maladie
comme il a défié ses adversaires et le système. Muhammad Ali nous a quittés en 2016, mais son héritage est immortel. Il nous a appris que la grandeur ne se mesure pas seulement au nombre de victoires, mais à la force de ses convictions. Comme il l'a dit lui-même, je suis le plus grand, non pas parce que j'ai battu mes adversaires, mais parce que je me suis battu pour ce en quoi je croyais. Il nous a montré que le vrai courage, ce n'est pas seulement de savoir frapper fort, c'est de savoir dire non quand tout le monde dit oui. Il flottait comme un papillon et piquait comme une abeille. Mais Muhammad Ali était bien plus qu'un boxeur. C'était un poète, un révolutionnaire, une légende vivante, une voix qui a résonné bien au-delà du sport pour changer le monde. Plus qu'un champion, une icône pour l'éternité. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres destins extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, quel est, pour vous, le moment le plus marquant de la carrière d'Ali? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.